Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un décor qui a légèrement changé. Oui, le garage a totalement changé de place et je vous explique pourquoi. Mais juste avant le sujet de la vidéo, effectivement, décor différent, vidéo différente. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un moteur, un moteur dont tout le monde parle à tort, à travers, pourquoi pas. Et surtout, le but de cette vidéo, c'est, même si vous êtes néophyte et que globalement vous n'y connaissez rien en mécanique, le but c'est de comprendre ce qui se passe avec les moteurs, ce qui se passe avec le nombre de véhicules sur lequel c'est incriminé, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de véhicules qui disposent de ce moteur spécifique ou de ce type de technologie. On va aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à des aberrations pareilles, le tout dans une vidéo qui sera divisée du coup en 3 parties. La première vraiment pour les néophytes, on va reprendre les bases et on ne rentrera pas trop dans le vif du sujet. Dans la deuxième partie, on sera un petit peu plus technique sans forcément perdre tout le monde. Et dans la troisième, je m'adresserai plutôt à un public de mécanos. Le but, ça sera d'essayer de vous apprendre quelque chose. Allez, c'est parti. Pardonnez-moi pour ce contre-jour dégueulasse, mais effectivement, coucou le chien. Comme je vous l'ai dit, le garage a complètement changé de place pour la simple et bonne raison qu'il y en a une deuxième dans le garage maintenant. Effectivement, on accueille une nouvelle pensionnaire, donc on dit bonjour à la FJR 2001. Et on dit bonjour au chien aussi, qui du coup trouve ça très intéressant. C'est une moto que vous avez déjà vue sur la chaîne, où j'avais fait un comparatif de phase, on avait fait une purge de liquide de refroidissement, je crois. Donc vous allez la revoir maintenant dans de nombreux essais, parce qu'effectivement, je ne l'avais pas à la maison, et maintenant, c'est chose faite. Mais bon, c'est une précision pas nécessaire, donc on s'éloigne du sujet. De toute façon, si vous ne voulez rien rater de la chaîne, le mieux pour me soutenir, c'est encore de vous abonner. Merci à toutes et à tous qui prendront le temps de le faire. Dans cette vidéo, du coup, si vous avez lu le titre, on va parler de ce fameux moteur 1,2 litre PureTech et de la gamme PureTech en règle générale, parce que les aberrations qu'on retrouve dans ce moteur, on les retrouve sur tous les moteurs portant la griffe PureTech. Le PureTech, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur qui est développé par le groupe PSA, donc Peugeot, Citroën, qui maintenant du coup ont intégré le groupe Stellantis, Fiat, etc. Donc c'est vraiment un consortium de marques énormissime et c'est un moteur qui a plein de problèmes. Petite précision, il n'y a pas que le moteur qui est plein de problèmes. Les voitures qui sont équipées de ce moteur sont plein de problèmes. Mais là, on va parler que du moteur. Ce moteur, du coup, s'est retrouvé sous le capot d'environ 4 millions de véhicules. 4 millions de véhicules. Ça va de la petite citadine, parce que les Peugeot 208 en sont bien sûr équipés, en passant par le SUV de moyenne gamme, le C3, C3 Aircross, par exemple, qu'on peut retrouver chez Citroën, mais aussi le gros SUV familial 7 places, comme par exemple le 5008 en version 7 places, qui peut avoir un tout petit moteur dedans. Effectivement, du coup, je dis petit moteur parce qu'on est sur un moteur essence d'1,2 litre de cylindrée. Donc ça, en soi, ça se défend. Mais la particularité du PureTech, c'est qu'il soit 3 cylindres. Je vous explique très simplement. Dans la Ondine ou dans les motos que vous avez vues du coup à l'instant, se cachent des moteurs 4 cylindres. On a de la petite cylindrée dans la Ondine puisqu'on a un moteur qui est vraiment d'époque. Donc il fait 840 cm3 de cylindrée. Et les motos qu'on a ont paradoxalement, même bizarrement, un moteur qui est plus gros que ce que vous avez avec votre 1,2 litre PureTech, puisque la FJR 1300, 1300 c'est pour la cylindrée du moteur, donc on a 1300 cm3, soit 1,3 litre au lieu de 1,2 litre pour le PureTech. Ça en soi, ça explique la cylindrée. On n'est pas là pour rentrer dans les détails. Comprenez que la cylindrée, c'est la capacité totale d'essence qu'on peut mettre dans votre moteur sur une compression. Donc, si on reprend notre exemple, dans notre FJR 1300, on a du coup 4 chambres, parce qu'on a 4 cylindres. Ces 4 chambres sont compartimentées pour que notre 1,3 litre rentre dedans. Le 1,2 litre de PureTech, c'est globalement la même chose, mais on a 3 cylindres. 3 cylindres, c'est une architecture particulière qui plaît beaucoup au monde de la moto, un petit peu moins au monde de l'automobile, et encore une fois, je vous explique. Il faut bien comprendre que sur ces moteurs-là, donc ce sont des moteurs à piston classiques, tout ce qu'il y a de plus courant, les moteurs à combustion interne, ce sont des moteurs dont on peut expliquer le fonctionnement sur 4 temps. 4 temps, on retient ça. On a donc dans un premier temps l'admission d'air. Dans un second temps, on a la compression du mélange air-essence. Dans un troisième temps,
on a l'allumage ou l'explosion de ce fameux mélange. Et dans le quatrième temps, on a l'échappement. Et donc, notre moteur à 4 temps fonctionne ainsi. C'est assez facile d'équilibrer un moteur à 4 cylindres parce qu'il suffit de donner une de ces 4 fonctions à un cylindre. À ce moment-là, notre moteur est complet, tourne rond, parce que tous les temps de fonctionnement du moteur sont en fonctionnement en même temps. Chaque cylindre a une fonction, ils partent tous de manière un peu décalée. Pendant qu'il y en a un qui comprime, il y en a un qui est à l'échappement, il y en a un qui est à l'admission et il y en a un qui est à la combustion. Globalement, encore une fois, partie néophyte. Notre moteur 3 cylindres s'induit dans une politique, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, une politique écologique dont nous souffrons d'ailleurs encore actuellement, qui a été le downsizing. Le but du downsizing, ça a été réduire la cylindrée, réduire la taille du moteur afin de réduire les émissions polluantes et afin de baisser la consommation, etc., etc. Vous l'avez entendu, dans tout ce que je viens de vous citer qui a poussé le downsizing à exister, à aucun moment il n'a été question de fiabilité. Ce qu'on voulait, c'est que ces moteurs consomment le moins possible. On leur demandait certainement pas d'être performants et on leur demandait certainement pas d'être fiables. Ce qui nous ramène du coup à notre moteur 1 litre de PureTech. Nous avons 3 cylindres, donc pour le fonctionnement d'un moteur à 4 temps, on a forcément un temps mort puisque on a un cylindre qui va devoir faire 2 tâches. Or, en mécanique, ça n'est pas possible. Donc, on va surtout avoir un moteur qui a une tendance naturelle à vibrer et à vibrer beaucoup. Les précurseurs de ça, ça a vraiment été le moteur 1 litre EcoBoost de chez Ford, qui sont des moteurs où on va demander difficilement de passer les 100 000. C'est des moteurs où, pour le coup, passer 100 000 km avec un moteur comme ça va tirer fort sur tous les éléments mécaniques, ça va demander un entretien assez copieux. Et évidemment, vous pouvez trouver des moteurs EcoBoost à 200 000 km sur Le Bon Coin par exemple, mais ce sont des voitures qui, forcément, de par l'architecture même du moteur, ne sont pas faites pour être fiables. Donc, c'est des moteurs qui sont plus contraints et qui sont plus emprunts à beaucoup de défauts technique. On revient du coup sur notre 1 litre de PureTech qui nous intéresse dans cette vidéo. Le principal problème que connaît ce moteur, c'est la courroie de distribution. On ne va pas rentrer ici dans pourquoi. Ici, je vais vous expliquer ce qu'est une courroie de distribution et pourquoi c'est chiant si elle casse. Dans votre moteur, il faut faire fonctionner le haut et le bas moteur de manière fluide. Il faut que tout s'harmonise. Un moteur, c'est une pièce mécanique compliqué, très complexe, avec beaucoup d'éléments mécaniques qui jouent les uns avec les autres dans un timing très précis. Pour faire en sorte que ce timing soit très précis et soit le même partout, pour être sûr que rien ne se décale, on met en place une courroie dentelée, qu'on appelle aussi du coup courroie de distribution, qui va entraîner toutes les parties du moteur en même temps. Le haut moteur avec les arbres à cames, le bas moteur avec le vilebrequin et tous les éléments périphériques qui nous intéressent, la pompe à eau, ce genre de choses. Tout ça va être mis en lien direct grâce à notre fameuse courroie de distribution. Le problème sur ces moteurs-là, c'est que la courroie s'abîme et elle casse. Elle a tendance à casser très rapidement. On parlera du pourquoi plus tard. Le problème, il se passe quoi lorsque votre distribution casse ? On va rentrer 30 secondes dans la technique. Globalement, si je vous ai déjà perdu, comprenez qu'une courroie de distribution qui casse, c'est un moteur qui casse et c'est un moteur qui part à la poubelle. Effectivement, en mécanique, tout se répare. On va partir du postulat qu'on est des magiciens et que tout se répare. Derrière, il faut prendre en compte l'aspect financier, l'aspect économique de la chose. Un moteur 1 litre de PureTech aujourd'hui, ça se trouve déjà tout assemblé et fonctionnel pour moins cher et pour beaucoup moins cher que de réparer votre moteur dont la courroie vient de casser. Ça, c'est pas inhérent au 1 litre de PureTech. Dans un moteur classique, si la courroie de distribution vous lâche, c'est poubelle. C'est pour ça qu'il existe quelques alternatives, notamment la chaîne de distribution qui, en théorie, est censée durer toute la durée de vie de la voiture, même si on sait très bien que sur le 1 litre 3 CDTI, ça n'est clairement pas le cas. Là encore, il y a des exceptions. Mais pour le coup, le gros problème avec ce moteur, c'est sa fiabilité.
Derrière, il n'y a pas que la courroie de distribution qui peut poser problème. Nous avons aussi, dans certains cas, une surconsommation excessive d'huile. Mais genre excessive, beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, un moteur a besoin d'huile pour tourner. Si votre huile fuit ou est consommée par un autre élément, votre moteur va manquer d'huile et votre moteur peut serrer. Serrer un moteur, c'est quand il n'est plus lubrifié et qu'à force de frotter, les parties métalliques chauffent, se dilatent et viennent bloquer les unes avec les autres. Là encore, c'est réparable, mais globalement, c'est poubelle. Parce que c'est plus rapide pour un mécano de jeter votre moteur et d'en installer un nouveau à la place, plutôt que de sortir tous les éléments, de tout démonter, de faire un puzzle géant de 40 000 pièces et de voir lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. En termes de main-d'œuvre, la facture serait aberrante et en termes de pièces aussi. Donc au final, un moteur, même si c'est 1000, 1500, 2000 euros, c'est toujours plus rentable que d'essayer de réparer toutes les pièces. Vous l'avez compris, le moteur 1 litre de PureTech a une vraie réputation et pour le coup, il ne la doit pas au fruit du hasard. C'est vraiment de la merde. Voilà, on va pouvoir le dire en plein de mots différents, mais c'est vraiment proche de l'arnaque ou de l'escroquerie, parce qu'encore une fois, les constructeurs sont au courant de ces problèmes-là et préfèrent payer des indemnités aux gens qui se plaignent plutôt que de réparer ces véhicules. À titre d'information, je vous mets ici le prix du développement d'un 5008, par exemple. Le prix total. C'est des chiffres qui sont absolument monstrueux. On estime que la Talisman, la Renault Talisman, a coûté à Renault et à Samsung entre 1,6 et 2,2 milliards d'euros de développement. Comprenez que vous partez d'une feuille blanche jusqu'au produit final. Donc il faut payer les ingénieurs, il faut acheter toutes les technologies, il faut se prendre la tête sur le châssis, il faut acheter les voitures pour les crash tests, il faut créer certaines technologies, répondre à des appels d'offres, de sécurité, ce genre de choses. Bref, c'est un gouffre financier monstrueux. Et une fois qu'un groupe comme PSA ou Citroën a pondu un moteur qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, bon, la crise est passée. Maintenant, indemniser les gens. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce qu'il y a eu certains recours en justice, et les groupes ont préféré payer des indemnités plutôt que de réellement changer le moteur. Mais du coup, il y aurait quoi à changer dans le moteur? On va y venir. On va pas tarder à rentrer dans la partie 2 de cette vidéo, donc la complexité va augmenter encore un petit peu. Si jamais vous nous quittez ici, pensez à l'abonnement, c'est hyper important pour moi, ça aide à faire grossir la chaîne et à donner de la visibilité à la chaîne. Et si jamais vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas en commentaire. Allez, on se lance dans la partie 2, on va dire ça. La partie 2 du coup, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Pour entamer du coup cette deuxième partie, il va falloir qu'on se réintéresse à la courroie de distribution parce que c'est quand même le problème majeur de ce moteur. Mais qu'est-ce qui fait de ce moteur un tel problème avec sa courroie de distribution par rapport aux autres? C'est le fait que le 1 litre de PureTech utilise une courroie qu'on appelle mouillée. La courroie de distribution dans ce moteur-là est immergée dans l'huile. Elle fait partie intégrante du moteur. Elle partage le même bloc, elle est littéralement visible quand vous enlevez le bouchon de remplissage. Si je vous trouve des photos, je vous les mettrai juste là. Et du coup, cette courroie baigne dans l'huile. Elle est lubrifiée en permanence par l'huile moteur. Je vous ai dit du coup dans mes dernières vidéos, si vous les avez suivies à propos de la vidange de la Talisman et une vidéo vidange de la Yamaha qui sortira dans quelques temps, que l'huile, c'est vraiment l'organe le plus important de votre moteur et que l'huile, naturellement, et c'est pour ça qu'il y a une crépine et un filtre, se charge de toutes les merdes qu'il y a dans votre moteur et elle va venir naturellement se détériorer. Que ce soit par un usage actif, c'est-à-dire votre voiture roule et vous amassez de la merde en chemin parce que vous avez ouvert votre bouchon, il y a des trucs qui sont tombés dedans, parce que voilà, peu importe, ou que ce soit par un usage passif, c'est-à-dire votre voiture est restée stockée dans votre garage, il fait humide dans votre garage, ça a fait de la condensation, et naturellement, ça a chargé et détérioré un peu votre huile. Du coup, avoir un accessoire aussi important, aussi primordial pour votre moteur que la courroie de distribution qui baigne dans l'huile, c'est prendre un risque. Si votre huile est mauvaise, si votre huile est chargée avec des copeaux, avec ce genre de choses, elle peut venir dégrader la courroie de distribution prématurément. Et c'est précisément ce qui se passe.
Le problème, c'est que votre courroie de distribution, c'est un morceau de caoutchouc. Alors, c'est un morceau de caoutchouc qui est renforcé par un treillage métallique à l'intérieur. Certes, c'est un morceau de caoutchouc qui est très solide, d'accord. Il faut qu'il arrive à supporter les contraintes d'un moteur, hein. C'est comme je vous ai expliqué en partie 1, ça fait le lien entre le haut et le bas. Une courroie de distribution, une chaîne de distribution, ça en ramasse plein la gueule tout le temps. Et c'est son but, c'est parfait. Mais du coup, l'huile va avoir tendance à la dégrader plus vite que prévu. Ça va avoir tendance à l'abîmer et à la ronger. Il y a des améliorations qui existent, il y a des courroies qui ont été un petit peu retravaillées, etc. Mais globalement, c'est la maladie. La courroie se fait bouffer par votre huile. Les débris de votre courroie, du coup, se détachent, finissent par se trimballer dans votre moteur, et en bas de votre moteur, au niveau de votre carter que vous vidangez du coup de temps en temps, je vous le souhaite, vous allez avoir une crépine. Une crépine, c'est un filtre à huile intégré au moteur. Techniquement, on agit rarement dessus à moins d'enlever le carter parce que justement, il y a beaucoup de démontage, c'est collé, etc. Donc cette crépine, on n'est pas censé la nettoyer souvent. C'est mieux si on peut le faire, mais c'est pas obligatoire. Le problème, c'est que les débris de votre courroie de distribution se retrouvent directement dans votre crépine. Et votre crépine, elle sert aussi à l'aspiration de l'huile. C'est-à-dire qu'elle est plongée dans votre carter, elle va aspirer l'huile de votre carter pour l'emmener dans votre moteur. Si cette crépine est bouchée, vous risquez d'avoir un problème d'injection d'huile, un problème d'alimentation d'huile, un problème de pression d'huile. Un problème de pression d'huile dans votre moteur, ça veut dire que les éléments mécaniques qui doivent être lubrifiés ne sont pas assez lubrifiés et on arrive, encore une fois, vers une casse moteur. Tout à l'heure, du coup, je vous ai parlé des moteurs qui avaient un problème de surconsommation d'huile. La surconsommation d'huile peut être due à un problème de segmentation ou avec un problème avec le déshuileur, c'est-à-dire l'appareil qui va régler les vapeurs d'huile, parce que forcément c'est un liquide sous pression, sous température, donc il y a forcément de la vapeur, et cette vapeur, il faut qu'elle s'échappe, c'est ce qu'on appelle aussi globalement un reniflard, encore une fois pour ne pas rentrer dans les détails, mais je vais pouvoir vous le montrer tout de suite. Alors j'en profite, c'est vrai que c'était pas prévu que je puisse vous le montrer, mais là Ondine et la coffre ouvert juste ici, donc je vous mets un peu de lumière et je vous montre ça. Juste ici, du coup, nous avons le moteur de la Renault Ondine de 61. Il est dans cette position. Nous avons un cylindre, 2 cylindres, 3 cylindres, 4 cylindres. Et juste ici, du coup, nous avons la dernière partie avec le couvre-culbuteur. Tout ça, ça nous intéresse pas. Votre huile, du coup, elle est prélevée en bas dans le moteur et elle remonte en haut. En haut, forcément, c'est là que toutes les vapeurs, que toute la pression, on va dire, va se décharger. Et donc, à l'ancienne, on ne s'embêtait pas. Le reniflard, c'était simplement un tuyau qui est pris au point le plus haut, histoire que l'huile ne puisse pas couler, mais vraiment les vapeurs puissent s'échapper, avec un petit flexible en plastique, direction le sol, voilà, c'est direction le parterre. Donc, alors oui, ce plan-là avec le contre-jour, c'était clairement pas terrible, mais voilà. Ça, du coup, c'est un reniflard de Ondine. C'était des normes écologiques différentes, mais au moins c'était fonctionnel. Bon, c'était pas prévu que je vous le montre, c'était une petite entorse au rythme de la vidéo. Pour le coup, on va rentrer dans la partie 3, pour ceux que ça intéresse vraiment, les détails. Le moteur 1,2 litre PureTech est basé à la base, du coup, sur le moteur EB de chez PSA. Là encore, il y aura quelques images. Ce moteur a été développé avec beaucoup de grosses technologies, comme des pièces qui sont directement mises sous pression, etc., avec des matériaux anti-friction. Bref, c'était des moteurs qui étaient quand même poussés, qui étaient très ingénierés. Le problème, c'est que cette fameuse courroie de distribution mouillée, cette fameuse courroie immergée dans l'huile, a posé de réels problèmes de fiabilité. On n'est pas là pour savoir s'ils auraient pu s'en douter ou pas, on est vraiment juste là pour expliquer comment ça fonctionne. La défaillance de la courroie de distribution, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt dans cette vidéo, va provoquer des débris. Et j'en ai moi-même des photos d'un véhicule qui avait 30 000 km, donc c'était tout neuf. Et au moment de faire la vidange, j'avais comme des cheveux qui tombaient par le bouchon de vidange. C'était en fait littéralement des cheveux de la courroie de distribution. Le problème de cette courroie de distribution, c'est qu'elle n'a pas été faite vraiment pour survivre à tout ça. Le problème de segmentation dont je vous parlais un peu plus tôt fait aussi que de l'essence, même si c'est en très très fine quantité ou quoi que ce soit, peut se mélanger à votre huile. La segmentation, c'est ce que vous avez au niveau de votre cylindre qui fait l'étanchéité entre la chambre du cylindre et votre piston.
Normalement, du coup, vous avez une compression qui est 100% sous vide puisque le segment fait le joint entre votre piston et votre cylindre. Un problème de segmentation fait que vous allez avoir des débris qui vont passer. Alors, de l'huile dans la chambre de compression, ce qui est moins grave. Vous allez avoir aussi une surconsommation d'huile, vous allez avoir peut-être de la fumée, une perte de puissance, quoi que ce soit. Ça peut entraîner des emballements moteurs, c'est pas terrible, mais ça se contrôle et ça évite de casser. L'autre problème, plus insidieux, c'est quand de l'essence arrive à passer dans votre circuit d'huile. L'huile et l'essence n'ont pas du tout les mêmes propriétés techniques, même si l'huile, ça brûle très très bien. La preuve en image. Voilà. Le truc, c'est que de l'essence avec une courroie, c'est pas bon du tout. L'essence, c'est un matériau qui va être très agressif. Vous devez vous en douter si vous en avez déjà eu sur les doigts ou si vous avez déjà fait le plein à la station. Ça pique le nez, ça a une odeur particulière, on aime ou on n'aime pas. C'est assez agressif. Le truc, c'est que la courroie de distribution, elle est en caoutchouc. Et le caoutchouc, c'est plutôt un matériau noble. Donc je grossis le trait, mais je pense que vous l'avez déjà compris. La courroie de distribution va venir se faire bouffer petit à petit, surtout par l'essence, et c'est ça qui va accélérer encore le fait qu'elle se désagrège, qu'elle se décompose. Votre courroie se décompose de plus en plus, les débris de la courroie se retrouvent accumulés dans votre bas moteur, dans votre crépine, ou même partout dans votre moteur en fait, et vous pouvez du coup avoir des problèmes d'arbre à cam, vous pouvez avoir des problèmes de claquement, vous pouvez avoir du jeu, et de toute façon le problème majeur c'est la casse moteur, et il y a beaucoup de choses qui vous emmènent petit à petit vers une casse moteur. Donc, tout vient, ou presque tout vient de cette fameuse courroie de distribution. Ce sont des moteurs qui sont globalement plein de problèmes. Ce sont montés sur des véhicules qui connaissent plein de problèmes. Oui, il y a des bonnes séries. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que le groupe PSA a fait, c'est de la merde. Pas du tout. Mais c'est un problème vraiment connu et c'est important de comprendre comment est-ce que vous pouvez garantir une bonne vie à votre voiture. Parce qu'en soi, une fois qu'on a dit ça et qu'on a identifié le problème, qu'on a identifié les causes du problème, comment est-ce qu'on corrige le tir? Pour le coup, le moyen le plus simple qu'on a de prévenir les problèmes de casse moteur liés à la courroie de distribution d'un litre de PureTech, c'est l'entretien. Ça paraît évident pour certains, ça paraît stupide pour d'autres, mais ça va être l'entretien. La vidange, du coup, est très importante parce qu'elle va vous permettre de déceler la qualité de votre huile à la couleur, mais surtout de voir si vous avez déjà du dépôt de la courroie dans votre vidange. Donc l'entretien est hyper important, c'est hyper important de voir une huile de la meilleure qualité possible tout le temps dans votre moteur. Ensuite, très souvent, vous allez pouvoir glisser juste ici un petit outil, un petit appareil qui va vous permettre de contrôler la largeur de votre courroie de distribution. Ça va, là encore, vous permettre de voir si votre courroie est toute neuve, auquel cas l'outil ne rentre pas, ou si elle s'est abîmée, et là vous avez du jeu à l'outil, c'est pas terrible. On a parlé aussi du coup d'une surconsommation d'huile, donc le fait d'être attentif à son moteur, de tirer la jauge une fois de temps en temps, alors pas tous les jours, faut pas être parano, mais une fois de temps en temps, vérifier son niveau d'huile, s'assurer qu'il n'a pas bougé, là encore, ça permet d'anticiper les problèmes. Et pour le coup, si vous sentez le moindre claquement, le moindre bruit anormal, la moindre perte de puissance, si vous avez des voyants qui s'allument au tableau de bord, il va falloir être hyper réactif. Hyper réactif. Qu'est-ce que j'entends par hyper réactif? Vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout. Si votre moteur tourne et que vous avez un voyant d'huile qui s'allume, vous arrêtez votre moteur. C'est le fameux voyant de basse pression d'huile, c'est-à-dire que votre crépine en bas est déjà bouchée et que votre moteur ne se lubrifie pas convenablement. Ça, c'est l'une des théories. Il y a 1500 théories pour lesquelles ce voyant peut s'allumer, mais ça reste quand même l'un des plus courants. Souvent, ce sont des voyants qu'on appelle les voyants de trop tard. C'est-à-dire que quand ça s'allume, le mal est fait et globalement pas bien. Mais encore une fois, la réactivité que vous allez avoir à l'apparition d'un problème va encore une fois donner plus de chances à votre moteur de survivre. La dernière chose que j'aurais tendance à vous conseiller de faire, si vous avez de la place, si vous avez l'équipement, apprenez à la changer vous-même, cette fameuse courroie de distribution. Ça peut paraître compliqué pour certains, mais en vrai, il n'y a pas besoin d'énormément de connaissances en mécanique pour pouvoir la faire. Il vous suffit d'avoir un jeu de pige, d'être très méthodique, et ça se fait relativement bien.
Parce que forcément, la courroie de distribution, c'est un entretien courant, classique, donc ça n'est pas remboursé par le constructeur, même si c'est un défaut majeur du constructeur qui est connu. Il peut y avoir des gestes commerciaux qui sont faits sur la première, voire même peut-être la deuxième, mais pour toute la vie de la voiture, vous allez être emmerdé avec ce moteur. C'est un problème qui, aujourd'hui, ne connaît pas de résolution. Il pourrait y avoir une amélioration de la segmentation, il pourrait y avoir une mise en place d'une chaîne à la place de cette fameuse courroie, mais pour le coup, PSA ne se prononce pas sur le sujet, ça n'est pas prévu, ça n'est pas fait. Donc si vous avez un moteur 1,2 litre PureTech à la maison, il va falloir vous préparer au problème, c'est inévitable. En conclusion du coup, ce moteur, c'est un moteur, on aime ou on n'aime pas, il s'inscrit dans une politique qui, moi personnellement, m'échappe parce qu'on a prouvé de A à Z que le downsizing, c'était une connerie. On est plutôt d'ailleurs sur une tendance de right sizing, c'est-à-dire qu'on revient sur des moteurs d'une cylindrée correcte, même si certaines aberrations à 3 cylindres existent encore. Pour un usage ultra citadin, je dis pas, effectivement, économie de carburant, on limite les émissions, ce genre de choses, mais on a quand même prouvé que c'est au détriment des économies des propriétaires déjà, et qu'en fait, est-ce que c'est vraiment si écologique que ça? C'est une question que je vous pose. Avoir un produit qui est bien fini et qui va pas nous demander un entretien excessif, même s'il est un petit peu plus polluant qu'un truc downsizé pour répondre aux normes, ou avoir un véhicule qui a été downsizé, qui répond à toutes les normes, mais qui pour le coup a de gros écarts de fiabilité et tous les 3 ans, faut tout refaire. Sinon c'est casse, poubelle, et là encore, l'écologie, ça se discute. Donc bref, si vous avez un moteur 1 litre de PureTech à la maison, ne rentrez pas dans cette parano, n'essayez pas de le vendre à tout prix, parce que de toute façon, je vous rassure, il y a peu de chances que ça marche. Tous les sites dégueulent d'annonces avec des véhicules 1,2 litre parce qu'en fait, les gens commencent à comprendre le problème et les gens n'ont pas envie d'acheter ce genre de véhicule, même si au demeurant, ils peuvent être très bien. Donc le mieux pour avoir le moins peur possible des problèmes, c'est de les comprendre, de comprendre pourquoi ils sont là et de comprendre ce que vous pouvez faire pour vous en débarrasser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur l'industrie, sur la façon de faire, sur tout ça en fait, globalement. Oui, le moteur 1 litre de PureTech fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il est sorti. Donc si vous voulez en faire couler un petit peu dans la section commentaires, c'est avec grand plaisir. Pour les acharnés, le pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé la vidéo et l'abonnement si vous ne voulez rien rater de tout ce qui va sortir sur cette chaîne. Comme vous avez pu le comprendre en début de vidéo, je viens d'avoir une deuxième moto dans le garage. Alors j'en suis pas le propriétaire, mais j'ai le droit de m'en servir de temps en temps et surtout j'ai le droit de faire du contenu à son sujet. Donc vous allez la revoir, on va parler FJR, que ce soit phase 1, phase 2, comparaison, essai routier, il va y avoir plein de choses. Donc si ça vous intéresse, le mieux pour ne rien rater, c'est encore de s'abonner. Allez, sur ce, je vous laisse, le salut, la jambe tendue, le V à tous et prenez soin de vous, c'est hyper important. Ciao, ciao.